Nous sommes aujourd'hui le 21 du mois de Menachem Av. Hier c'était Chaf Av, un jour très important, la Lula de Rabbi Levi Yitzhak. J'imagine que vous en avez parlé hier soir. Aujourd'hui, nous allons passer aux lois de l'étude de la Torah. Il faut savoir que de façon générale, on parle toujours d'un enseignant avec un élève, le maître et l'élève. Et il faut savoir que étudier la Torah, ce n'est pas seulement transmettre un savoir. C'est vraiment réussir à transmettre une partie de soi-même. Et donc, c'est pas que intellectuel, c'est surtout réussir à montrer quelles sont les qualités et quelles sont la morale qui va devoir ressortir et venir à partir de cette étude. L'étude de la Torah, vous allez voir que c'est pas quelque chose qui est simplement intellectuel. On le sait pour plusieurs raisons. Et vous allez voir donc que pour cela, il y a beaucoup de lois qui sont en rapport à l'enseignant, à l'élève, au cours et même aux questions qui vont être posées pour que tout se passe de la meilleure façon. Parce qu'en fin de compte, la première base dans les lois relatives à l'étude de la Torah, c'est qu'il ne faut pas enseigner la Torah à tout le monde, seulement à un élève qui est digne, que cette personne qui va maintenant recevoir cet enseignement va l'utiliser à bon escient. Parce que sinon, malheureusement, ça va être comme les explicateurs, les midrashim, les chachamim viennent expliquer, viennent mettre cela en relation à quelqu'un qui est en train de mettre une pierre à un édifice qui est fait pour une idolâtrie. Lui, il se dit, ok, c'est sympa, on va rajouter une pierre, c'est juste, ça va faire plus beau, mais en fin de compte, il est en train de faire de l'idolâtrie. Il se rend même pas compte. Et sur ça, tout de suite, on peut se poser la question. Pourtant, on sait très bien que dans notre génération, on essaye de transmettre la Torah à tout le monde. On regarde pas s'il est bien, s'il est pas bien. Donc, en fait, c'est une grande question. Alors, je vais essayer de vous donner une petite histoire qui s'est passée, pas avec moi, mais en tout cas que j'ai entendue. C'était une fois une dame qui vient voir le Rav et qui lui dit, écoutez, monsieur le rabbin, j'ai un souci. Sans faire exprès, j'ai mis dans ma dafina, j'ai mis un morceau de beurre. Et maintenant, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire. Donc, le rabbin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à vérifier combien de beurre il a été mis, combien de viande, de pommes de terre, etc. il y avait dans la dafina. Il va faire le calcul. Il y avait plus que 60, ce qui fait qu'en fin de compte, c'était ce qu'on appelle en hébreu batel beshishim. C'était annulé dans 60, donc sa dafina est cachère. L'histoire se passe. Quelques semaines plus tard, le rabbin voit cette même dame, lui dit, comment allez-vous? Comment va votre dafina? Et elle lui répond, depuis que je mets mon batel beshishim, il est excellent. Depuis que je mets mon morceau de beurre qui est annulé à l'intérieur, c'est excellent. Et le problème ici, c'est que le fait d'avoir donné une loi de la Torah sans l'avoir en fin de compte expliqué comme il le faut, qu'en fin de compte, oui, on pourrait le manger a fortiori, mais pas en fin de compte à l'avance, on n'a pas le droit de mettre en sachant que ça va s'annuler à l'intérieur, on pourrait malheureusement par ce manque de connaissances arriver à faire des choses qui ne sont pas bien. Et c'est pour cela que lorsqu'on enseigne la Torah, il y a différentes choses que l'on peut enseigner. Des choses qu'on peut enseigner à tous, d'autres non. Comme les secrets de la Torah, encore plus lorsqu'on parle de Kabbalah pratique, ça c'est sûr qu'on ne peut pas enseigner à tout le monde, parce que cette partie-là qui est secrète, elle est faite pour rester secrète à quelqu'un qui n'est pas digne de pouvoir l'apprendre, et encore moins s'il n'a pas cette morale de pouvoir l'utiliser. C'est pour ça qu'il est important de vérifier à qui on est en train de donner un cours de Torah, qu'est-ce qu'on va transmettre comme Torah, et surtout qui va être la personne qui va le recevoir. Alors c'est pour cela qu'il y a un travail à faire qui est du côté de l'enseignant, pour savoir si lui-même c'est quelqu'un qui est sur le droit chemin, parce que comme on a dit juste avant, transmettre une connaissance dans la Torah, ce n'est pas seulement transmettre quelque chose qu'on a compris, mais c'est transmettre une partie de soi-même, savoir comment est-ce qu'on se comporte, est-ce que la personne qui est en train de transmettre cette chose, est-ce que lui-même il le fait? Parce que vous savez très bien que c'est le cœur qui parle au cœur. Quelqu'un qui va dire à quelqu'un, vas-y, fais la tfila, fais comme il faut, etc. Mais lui-même il le fait pas, le message il va pas passer. Vous savez, vous connaissez cette histoire sûrement de ce père qui vient voir le rabbin et qui dit, monsieur le rabbin, j'arrête pas de dire à mon fils, étudie pas. Il dit, mais c'est normal, toi-même t'étudies pas, comment tu veux que lui étudie? Tout ce que tu lui dis, c'est enseigne à ton enfant de lui dire que lui, il doit étudier plus tard. Mais tu n'es pas en train de dire à ton enfant d'étudier. On ne peut transmettre quelque chose que si soi-même on le fait. Et c'est pour cela qu'il est important de soi-même, avant de donner une halakha, avant de donner un enseignement, de l'avoir pas seulement assimilé et compris pour soi-même,
mais de le vivre, sinon ça passe pas. Et ça vaut aussi pas seulement pour celui qui va être l'enseignant, mais aussi le métargem. Ça veut dire, il faut savoir qu'avant il y avait pas de micro, donc ce qui fait que il y avait souvent quelqu'un au milieu de la salle qui entendait et qui transmettait de retour la parole de ce qu'il venait d'entendre, ce qu'on appelle un interprète, ou des fois qui carrément traduisait cela. Alors, il y a plusieurs lois par rapport à cela. La première chose, de façon générale, on sait qu'il y a très très longtemps, au temps du roi David par exemple, il y avait le maître qui était assis, les élèves étaient debout ou assis par terre. C'était une sorte d'honneur et de respect que l'on donnait au maître. Aujourd'hui, Maïmonide, le Rambam, nous précise que non, ce n'est pas quelque chose de bien faire, c'est plutôt, enfin, avant oui, mais aujourd'hui dans notre génération, c'est bien d'être de façon plutôt égale, mais quand même, l'enseignant, le maître va devoir montrer que c'est lui qui est en train d'enseigner. Et on va voir quelles sont les façons. Et c'est pour cela que l'interprète, donc celui qui va transmettre derrière, se doit de faire attention à dire exactement ce que le maître a dit. Ne pas commencer à expliquer avec sa façon de penser, mais de dire exactement ce que le maître a dit. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas élever la voix plus que le maître, etc., etc. Alors à partir de là, on va voir une chose extrêmement importante. Regardez en bas en hébreu dans le Dalet, Arav Shelimed Velo Ivinu Atalmidim. Imaginez qu'un Rav il est en train de transmettre une connaissance dans la Torah et Velo Ivinu Atalmidim. Les élèves n'ont pas compris. La première chose à savoir, c'est Lo Ichas Aleem Ve'irgaz. Il ne peut pas se mettre en colère et encore moins après répondre à cela. Et la Choser Veshone Adavar Afilu Kama Pamim. Il se doit de répéter jusqu'à qu'ils comprennent vraiment tout ce qu'ils doivent comprendre. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une histoire dans le Talmud qui raconte qu'il y avait un maître qui avait un élève qu'il fallait lui expliquer 400 fois avant de pouvoir comprendre. 400 fois, c'est pas 10 fois. Hein. Et le maître prenait le temps chaque jour, après qu'il avait fait son shiur avec les élèves, de s'asseoir avec lui, de le répéter 400 fois. Un jour, il était très, très en retard pour un rendez-vous. Et il lui dit, viens vite, je vais t'expliquer 400 fois, comme ça je peux partir. Donc déjà, il prend le temps, c'est déjà pas mal. Sauf qu'il l'a fait avec tellement de vitesse, parce qu'il était pressé, qu'il le cœur n'y était pas. Et à la fin des 400 fois, l'élève lui dit, Rav, je n'ai pas compris. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, eh ben, tant pis pour mon rendez-vous, je m'assois encore une fois, et je refais encore une fois 400 fois. Cela a donné la possibilité à l'élève, plus tard, de devenir pas plus intelligent, mais de réussir à comprendre plus facilement. Et le maître a reçu énormément de récompenses. Donc on voit qu'il est important, en tant qu'enseignant, de faire très très attention à comment on transmet. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et c'est pour cela que celui qui va transmettre de retour, l'interprète, va lui aussi devoir faire très attention à ce qu'il est en train de dire. Alors, et c'est pour cela aussi qu'on va voir quelque chose maintenant de très très important, que imaginez que le maître, en fin de compte, va se mettre en colère. Oui, c'est pas vrai, t'as rien compris, c'est pas possible. Eh bien, le Maïmonide Rambam vient nous dire qu'est-ce que l'élève va répondre. Et il va devoir répondre, regardez en haut, Yomar lo Rabbi Torahi, velilmod anitzarich vedaatik tsara. Maître, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est de la Torah. Il faut que je l'étudie. C'est juste mon esprit qui est limité, et donc je n'y arrive pas. Ce qui fait qu'en fin de compte, le maître ne peut pas se mettre en colère. Il n'a pas le droit. Pourtant, il y a des fois où oui, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant cela, il faut comprendre une chose très importante, c'est que l'élève ne doit pas avoir honte, ni devant le maître pour pouvoir poser une question, parce qu'il faut savoir qu'une personne qui ne pose pas de questions ne va jamais apprendre, c'est comme ça, il n'y a pas photo. Deuxièmement, il ne faut pas que l'élève ait honte devant ses camarades, ce qui n'est pas toujours évident, mais il faut savoir qu'aucune question n'est pas bien, il n'y a que des bonnes questions. Après, est-ce que le maître est assez intelligent pour transmettre la réponse de façon à ce que l'élève va ressentir que sa question était intéressante? Ça, c'est la force de l'enseignant. Mais en tout cas, il n'y a aucune question qui n'est pas intelligente. Parce qu'à partir du moment où une question se pose, c'est qu'on a envie de comprendre. Si on a envie de comprendre, il n'y a pas de problème d'y répondre. Ce qui est embêtant, c'est lorsqu'on pose une question pour poser la question. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, il faut savoir que lorsque l'élève n'a pas compris et qu'il va dire « Ok, Rabbi, écoutez, excusez-moi, je n'ai pas compris, est-ce que vous pouvez répéter ?» Là, on se doit de répéter, on se doit de prendre le temps pour le faire.
Par contre, si c'est le fait que il jouait, il était en train de jouer en même temps, il était sur son téléphone, etc. Et après il dit monsieur le rabbin, j'ai rien compris. Ça non. Au point que Maïmonide nous dit que c'est important que le maître lui fasse comprendre que ce qu'il a fait n'était pas bon et qu'il ne peut pas comme ça venir et dire j'ai pas compris, faut tout répéter pour moi alors que j'avais pas envie d'étudier. Ça c'est problématique. Et c'est pour cela que même si c'est important que le maître réussisse à se mettre d'une certaine façon à l'égal de ses élèves pour qu'il puisse réussir à transmettre quelque chose avec le cœur, il se doit d'inspirer la crainte, d'une certaine façon, de ne pas se conduire de façon légère, pas plaisanter avec eux, au point que c'est même pas bon des fois de manger ou de boire avec eux, pour rappeler que c'est quand même lui qui est l'enseignant. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des moments pour poser des questions et des moments pour ne pas poser des questions. Par exemple, imaginez que l'enseignant rentre dans la classe ou il rentre dans le Zoom. On ne pose pas de questions directes parce qu'on doit laisser d'abord l'enseignant puisse s'installer pour pouvoir se préparer à faire son shiur. À la fin, lorsqu'il est en train de partir, la même chose. Et on va voir maintenant quelles sont les questions qu'on peut poser. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le Maïmonide, c'est le Rambam. C'est qu'on ne pose pas au maître une question qui relève d'un autre sujet. Seulement ce qui est en rapport avec l'étude. Regardez ici, en bas à gauche, on ne pose au maître une question qui relève d'un autre sujet, mais uniquement du sujet en cours d'étude, afin qu'il n'ait pas honte s'il ne connaît pas la réponse. Ça peut arriver. Ça peut très bien arriver qu'on n'en connaisse pas tout. Et celui qui dit qu'il connaît tout, c'est qu'il ne connaît pas grand-chose. Ça, je peux vous assurer. Alors, donc maintenant, la question, elle est à l'inverse. Est-ce que un enseignant, un maître, un rav, peut poser des questions qui n'ont rien à voir avec le cours? Oui, parce que le fait de réfléchir à quelles questions il va poser pour égayer un petit peu l'intelligence de ses élèves, pour l'aiguiser, pour voir s'ils se souviennent, etc., ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que c'est pour les stimuler. Il n'est pas là pour essayer de leur faire honte, ça c'est de toute façon. En tout cas, il faut espérer. Par contre, de quelle façon on pose une question? Alors, c'est pas debout et c'est pas vraiment, voilà, je me lève, je m'installe, je suis en train de marcher. Si on pose une question, c'est qu'elle doit être réfléchie. Vous savez qu'une des raisons pourquoi est-ce qu'on mange kasher et que l'animal doit ruminer, c'est parce qu'avant d'agir, avant de parler, il faut la manger, la remanger encore une fois, il faut la réfléchir, tourner sa langue 7 fois, comme j'imagine vous connaissez cette expression. Bien, c'est un petit peu la même chose. On doit réfléchir avant de poser une question pour être sûr que c'est une question, pas spécialement qui est intelligente, parce que comme on l'a dit, toutes les questions sont importantes, mais qui en fin de compte, on va peut-être trouver soi-même la réponse, ou alors qui va embêter le cours maintenant et qu'on puisse peut-être la poser plus tard. Donc, avant de poser la question, on réfléchit. Et vous savez que dans la Megillah d'Esther, par exemple, une des choses qu'on voit sur Aman, c'est que lorsque le roi pose la question, qu'est-ce qu'on va faire, etc., c'est le premier à répondre, moi, je sais. Et là, on apprend une chose très intéressante, très importante aussi, c'est que celui qui répond directement à une question ou qui veut poser une question sans même réfléchir, ça ressemble un petit peu à ça, c'est pas très intelligent. L'intelligence, c'est savoir se dire, ok, j'ai une question dans ma tête qui arrive, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Ok, j'ai toujours pas la réponse, je pense que c'est important, je la pose. La même chose pour la réponse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de penser lorsqu'on se trouve dans un shiur de façon générale. Alors maintenant, quoi faire s'il y a deux personnes qui posent une question? Alors de façon générale, c'est pas toujours facile de donner priorité à l'autre, et encore moins lorsqu'on sait pourquoi on a donné la priorité. Parce que de façon générale, on essaye toujours de donner la priorité à une halakha, c'est-à-dire quelque chose qu'on va apprendre et qu'on va pouvoir mettre en pratique. Donc imaginez quelqu'un qui pose une question sur un midrash et l'autre sur une halakha. D'abord, on répond à la halakha parce que c'est le plus important d'abord. En pratique, on doit savoir qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on peut pas. Après, on veut rentrer dans la gada, dans le midrash, sur l'explication, c'est important. Mais c'est pas le plus important en premier lieu. La même chose pour savoir quelle personne on va interroger, si l'un est plus sage, plus intelligent ou autre. Alors, bien sûr, on donne d'abord la priorité à celui qui n'est pas, avant de donner à celui qui est un petit peu moins chacham, entre guillemets. Et inversement, il faut savoir que de l'autre côté, celui qui est intelligent, l'enseignant, va savoir si la personne qui va ne pas donner la priorité va pas se fâcher pour cela, et peut-être même alors donner la priorité à celui qui n'est pas spécialement sage, en sachant que le sage est intelligent et qu'il va comprendre pourquoi il donne la priorité à l'autre. Ce qui n'est pas toujours le cas,
Et c'est pour cela que le Rambam nous dit d'abord, on doit donner à celui qui va poser une question qui est intelligente, qui va donner plus de compréhension du texte et pour savoir quelle va être la halakha. Et après, on peut répondre à des petites questions qui pourraient paraître moins importantes, mais qu'en fin de compte, à ne pas se tromper, de façon générale, on apprend beaucoup plus de questions de personnes qui n'ont pas la connaissance globale des choses parce qu'ils pensent pratique, ils pensent sur place. Et ça, c'est des choses qu'on apprend beaucoup plus de façon générale. Et on va finir avec cette halakha. On ne dort pas dans la maison d'études. Vous savez que de façon générale, dans un Bet Knesset, donc dans une synagogue, c'est un endroit où on ne fait que prier. On n'a pas du tout le droit ni de dormir, ni de manger, ni de boire. De façon générale, dans les villes aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Bet Knesset. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt des Bet Midrash, c'est des maisons d'études, parce que dans les synagogues, on étudie, on s'assoit, on mange, etc., etc. Eh bien, quand même si c'est vrai qu'on a le droit de somnoler, donc pas de dormir, mais on a le droit de somnoler un petit peu dans ces maisons d'études, eh bien, c'est pas top. Même si en soi, c'est pas interdit, c'est pas top. Le roi Salomon nous dit, le goût du sommeil réduit à se couvrir de haillons. De la même façon, quand on rentre dans une synagogue ou dans un Talmud Torah, dans une yeshiva, il faut savoir qu'on peut pas rentrer comme ça. Même s'il pleut, on peut pas rentrer pour rien. C'est pour ça qu'on a l'habitude toujours de dire un verset de Torah lorsqu'on rentre. Alors, il y en a qui ont l'habitude de faire Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, parce que c'est quelque chose de plus connu. Il y en a qui font Kol Israël. Voilà, chacun fait un petit peu le verset qu'il veut. Mais en tout cas, puisque c'est tellement important de faire attention à l'honneur de la synagogue, de la maison d'études, alors parler d'autres choses qui n'ont pas de rapport, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, imaginez-vous que vous êtes à la synagogue, vous êtes en train de prier, c'est sûr et certain que c'est pas le moment de parler d'autre chose. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.